verte. Ivoire TV. Ivoire TV. Merci, chers téléspectateurs d'Ivoire TV.net, de nous rejoindre encore ce jour pour cet entretien avec Kokora Nzi, chargé de communication et porte-parole adjoint de la délégation RHDP aux États-Unis. Kokora Nzi, bonjour. Bonjour. Merci donc de nous accorder ce temps pour décortiquer avec vous l'actualité politique en Côte d'Ivoire. Alors, plusieurs sujets seront développés au cours de cet entretien que nous aurons avec vous, Kokora Nzi. Tout d'abord, en tant que cadre du RHDP et personne ressource au niveau de la diaspora, on va revenir en quelques minutes quand même sur le bilan du président Alassane Ouattara de 2011 à 2021, à l'ère où le chef de l'État aborde son troisième mandat à la tête de l'État ivoirien. Il y avait beaucoup de promesses qui avaient été faites par l'actuel président concernant notamment le transfert de la capitale à Yamoussoukro, l'amélioration des conditions de vie, de la condition de vie des Ivoiriens, la réalisation de l'éradication de la pauvreté, des promesses qui avaient suscité du rêve, de l'espoir, l'éradication de la corruption, toutes ces promesses adossées à son background d'économiste et de spécialiste des questions de développement. Alors, 10 ans après, on se rend compte que le bilan est en demi-teinte. Il y a beaucoup de choses à redire sur ces questions. Comment expliquez-vous ce semblant d'échec que l'on constate aujourd'hui dans la gouvernance ou dans le bilan de la gouvernance d'Alassane Ouattara? Merci infiniment, cher ami et cher frère. Avant tout propos, permettez-moi donc de dire merci à Ivoire TV qui nous donne toujours l'occasion de pouvoir nous exprimer sur la situation sociopolitique dans notre pays. J'imagine aisément que cet après-midi, le débat qu'on aura portera essentiellement sur ces grandes questions, comme vous venez déjà donc de les présenter. Effectivement, en ce qui concerne donc le bilan du président Alassane Ouattara, c'est pas vrai de dire qu'il y a un semblant donc d'échec. Non, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'un président de la République donc travaille à réaliser les promesses donc faites à ses compatriotes. Si vous reprenez le discours du président Alassane Ouattara ou son programme donc Ado Solutions en 2010 qu'il a présenté aux Ivoiriens, il n'y a aucun pan de ce programme qui n'ait été touché. C'est la première fois qu'un président donc touche les pans donc de son programme malgré le contexte difficile dans lequel il a pris la Côte d'Ivoire. Je peux prendre des exemples dans les secteurs. Prenez ce qui intéresse le plus les Ivoiriens et ce qui a un impact direct sur la vie des Ivoiriens, c'est le côté social, c'est la politique sociale. Lorsque le président arrive et met en place une politique au niveau de la santé, il met en place la politique donc, de gratuité totale à partir de 2011. À partir de 2012, cette politique se traduit, donc est remplacée par la politique donc, de gratuité ciblée qui permet de prendre en charge la femme enceinte jusqu'à la césarienne, ainsi que les enfants de 0 à 5 ans. Leurs soins donc, sont gratuits dans les hôpitaux publics. Aussi, la mesure qui permet donc de prendre en charge les urgences donc jusqu'à 48 heures. Quand vous arrivez à l'hôpital en urgence, pendant les premières 48 heures, en tout cas, vos soins sont pris en charge gratuitement par l'État selon les capacités donc, de l'hôpital dans lequel vous avez été admis. Quand vous allez au niveau des fonctionnaires, le président Ouattara débloque les salaires donc, des fonctionnaires donc, qui avaient été bloqués depuis 1988. Donc, dès 2015, le président débloque les salaires des fonctionnaires, ce qui leur permet aujourd'hui d'avoir des avancements donc, salariaux dans chaque 2 ans. Donc, c'est une avancée notable. On pourra peut-être parler donc, des infrastructures construites sociaux de base, tels que la santé, l'éducation, près de 17 000 salles de classe ont été construites en moins de 10 ans, près de 59 lycées et 118 collèges. Donc voilà, en gros, le bilan de M. Ouattara. On n'aura même pas assez de temps bon pour en parler. Si nous voulons faire, je vais dire, l'analyse donc de son bilan en 10 ans, et au niveau donc des logements sociaux, près de 80 000 donc, logements ont été mis à la disposition donc, des Ivoiriens. Vous avez sur la route donc, de la Maca, la cité Ado, donc, qui est sortie des terres, qui est déjà habitée par les populations. Donc, en gros, chers amis,
Voilà un peu, de façon succincte, le bilan de M. Ouattara et nous sommes satisfaits, largement satisfaits donc de ce bilan. Et quand vous prenez toutes les analyses et les avis des experts, que ce soit des partenaires au développement, tout le monde est unanime pour dire que la Côte d'Ivoire est un pays qui est sur la bonne voie. Vous prenez le discours donc, de la Banque mondiale, de la directrice de la Banque mondiale, je crois, donc, la directrice donc, du FMI et le directeur de la Banque mondiale, tous ces partenaires économiques sont unanimes pour dire que la Côte d'Ivoire, sous M. Ouattara, a fait un bon qualitatif et quantitatif. D'accord. Je pense que ce que vous dites est très intéressant parce que certainement que votre posture, votre position d'Ivoirien de la diaspora ne vous permet pas de toucher du doigt certaines réalités en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens vous diront actuellement, vous venez en Côte d'Ivoire, que le coût de la vie s'est fortement dégradé du fait de la flambée sur les prix de première nécessité. Nous savons très bien de quoi nous parlons, Monsieur Nzé. Le coût du litre d'huile qui a gonflé à des niveaux exponentiels, le coût des denrées alimentaires de première nécessité. Les Ivoiriens vous parleront également de la crise dans le milieu hospitalier, puisque quand vous y allez, vous parlez tout à l'heure du bilan de M. Ouattara en termes de prise en charge des soins dans les hôpitaux publics. Et là encore, les scandales à répétition qui montrent justement la précarité du système de santé ivoirien, les gens qui ne sont pas pris en charge suffisamment. On vous parlera également des logements sociaux qui sont un échec, peut-être l'échec le plus patent de la politique, de la politique sociale de M. Ouattara. Il y a également d'autres aspects tels que le surendettement de la Côte d'Ivoire, dont on parle, qui est aujourd'hui à 17 000 milliards de stock de la dette publique. Alors, ce sont beaucoup d'éléments comme cela le transfert de la capitale à Yamoussoukro qui n'a toujours pas été réalisé. Il y a beaucoup d'aspects du programme de M. Ouattara qui jusqu'à présent reste inachevé peut-être, ou je ne dirais pas sont les échecs puisqu'il est encore au pouvoir. Il avait dit de moi 5 ans, bon, les conditions ne lui ont peut-être pas permis. Qu'est-ce que vous avez à dire justement sur la réalité du terrain que vivent vos compatriotes? Je ne parle pas des promesses édictées, mais je parle de la réalité du terrain. Si vous avez bien sûr des parents en Côte d'Ivoire qui vous rapportent ce qu'ils vivent au quotidien. Non, je pense que la réalité, il faut pouvoir la matérialiser. C'est-à-dire, c'est pas la perception de M. Kokoa ou votre perception ou la perception de mes parents qui démontre la réalité sur le terrain. La réalité doit pouvoir être, évaluée à partir donc d'indicatifs sérieux. Vous comprenez? Si vous tombez dans un quartier où les gens sont suffisamment pauvres, mais ils vous décriveront donc une situation qui est totalement différente, donc des gens qui vivent une situation aisée. Donc voilà pourquoi globalement, on essaie de mener des études, que ce soit au niveau des organisations internationales comme nationales, on essaie de mener des études pour voir quelle est la réalité sur le terrain à partir donc des chiffres très indicatifs. Je pourrais vous poser la question, quel est le taux d'inflation aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Le taux d'inflation tourne autour de 1%, alors que la moyenne admise par l'UEMOA est de 3%. C'est l'un des pays donc de la sous-région qui a un taux d'inflation le plus faible. Vous allez au Nigeria, on vous parlera d'un taux d'inflation de 18%, au Ghana c'est plus de 11%. Donc la Côte d'Ivoire a un taux j'allais dire d'inflation vraiment très maîtrisé. Et donc, à ce niveau, c'est vrai que ces derniers temps, on nous parle donc d'inflation ou des prix donc des denrées de première nécessité qui essaient de grimper, mais il faut l'analyser sur un autre temps. C'est vrai, il y a eu la crise du Covid, donc vous savez très bien que cette situation a entraîné des difficultés économiques dans tous les pays du monde. Vous prenez même aux États-Unis où nous sommes, aujourd'hui, le prix de l'essence est totalement insupportable. Là où c'était à $1 aujourd'hui, on vous dira que c'est à plus de 3 $, voire $4 dans certains États. Donc, la situation de Covid n'a pas aidé la situation économique dans nos pays africains. Et vous devez réaliser aussi que notre taux de croissance qui était à environ 8% en 2019, mais en 2020, nous sommes tombés à 1,7%. Donc, quand la croissance descend, il y a un impact, il y a un effet induit sur la situation réelle dans le pays. La croissance est la richesse produite, donc dans un pays. Et donc, quand elle tombe, naturellement, les richesses s'amenuisent et ont un impact donc sur l'activité ou la vie donc des populations. Premier élément. Deuxième élément, c'est la crise énergétique. La crise énergétique a fait que
les opérateurs économiques ont dû souffrir de cette situation d'interruption ou momentanée ou bien le rationnement donc, de l'électricité et de l'énergie. Donc, ça a entraîné vraiment, il y a eu un impact donc, sur leur productivité et les activités. Donc, naturellement, on peut sentir une certaine cherté de la vie, mais en même temps, le gouvernement ne reste pas les bras croisés comme vous êtes en Côte d'Ivoire. Vous avez dû voir le Premier ministre sur le terrain pour essayer de toucher du doigt le problème. C'est ça la responsabilité d'un gouvernement. Ce qu'on n'a pas vu avec les gouvernements précédents. Le Premier ministre allait donc dans les marchés pour essayer de toucher lui-même la réalité donc, du problème et de prendre langue avec les acteurs économiques. Et ce que vous devez comprendre, nous sommes dans un système libéral où l'État ne contrôle pas de façon rigide donc, les prix, il y a des plafonnements, mais en même temps, nous sommes dans un pays libéral avec un secteur totalement informel. Près de 90% de notre économie donc, dépend du secteur informel. Si M. Agui coupe sa banane et qu'il arrive au marché, mais ce n'est pas des choses qu'on pèse. Donc, il va donner son prix en fonction, donc peut-être de la qualité de sa banane, de sa grosseur, et il n'y a aucun contrôle à ce niveau. Les ignames, la tchéké. Donc, voilà un peu la situation de nos pays qui sont moins développés, mais l'État fait tout pour pouvoir régler ce problème. Vous nous avez parlé de surendettement. Non, c'est faux de dire que la Côte d'Ivoire est surendettée. Si vous prenez le volume de la dette et que vous voulez, à partir de ça, faire une analyse pour dire que le pays est surendetté, mais vous vous trompez lourdement. Aujourd'hui, quel est le taux d'endettement de la Côte d'Ivoire? Nous sommes à autour de 47%, alors que la moyenne d'endettement, donc au niveau de l'UEMOA, admise par l'UEMOA, c'est de 70%. Il n'y a aucun pays au niveau de la sous-région qui a un taux d'endettement de moins de 50% comme la Côte d'Ivoire. Vous prenez le Ghana, ils sont à plus de 60%. Vous prenez le Nigeria, c'est à près de 70%. Donc la Côte d'Ivoire a une dette qui est maîtrisée. L'analyse de la viabilité de notre dette est bonne. Voilà pourquoi on continue de nous donner donc, des prêts. Parce qu'un pays qui est surendetté, mais il n'y a aucun pays sérieux ou aucun partenaire économique sérieux qui va vous prêter de l'argent parce qu'il met son argent à risque parce qu'il n'est pas évident que vous puissiez rembourser. Donc, c'est faux de dire que la Côte d'Ivoire est surendettée quand vous prenez le volume donc, de la dette. Il faut prendre la dette par rapport au PIB. C'est comme votre salaire que vous gagnez, mais votre dette est évaluée en fonction de vos revenus, donc mensuels ou annuels. Si vous devez 5 millions et que vous êtes payé à 1 million par mois, mais M. Agui, personne ne dira que vous êtes surendetté. Mais quand on prend le volume et qu'on ne regarde pas ce que vous gagnez par mois, mais tout individu dira que M. Agui est surendetté. Alors que vous prenez quelqu'un qui a 5 000 francs par mois et qui est même endetté à 2 millions, mais lui, il est surendetté. Mais quand on veut comparer le volume de votre dette, mais naturellement, la conclusion est claire que M. Agui est plus endetté que celui qui a 2 millions si on ne prend pas en compte le revenu. Donc, voilà un peu la situation. Notre pays n'est pas surendetté, notre dette est maîtrisée. Et donc, la Côte d'Ivoire est bien tenue sous M. Ouattara. Tous les grands équilibres macroéconomiques sont bien tenus et donc il n'y a pas lieu de s'inquiéter pour dire à nos compatriotes que la Côte d'Ivoire est bien gérée sous M. Ouattara. Maintenant, il y a certains projets qui ont pris des retards et vous savez que des grands projets tels que les logements sociaux, mais ça demande beaucoup de travaux préliminaires. Il faut d'abord trouver les terrains, il faut d'abord les viabiliser parce que le problème en Afrique et surtout en Côte d'Ivoire, c'est que les logements qui ont été construits, il n'y a pas eu j'allais dire, des installations primaires telles que les évacuations d'eau. Voilà pourquoi aujourd'hui, à Abidjan, dans les anciens quartiers, vous voyez que les caniveaux sont à ciel ouvert, alors qu'il doit y avoir un travail souterrain, travailler à mettre donc les tuyaux d'évacuation, tous les systèmes sanitaires et autres, pour éviter qu'il y ait vraiment la pollution. Donc, il y a un travail préliminaire, mais déjà, le résultat engrangé par le gouvernement, je vous ai dit, près de 100 000 logements donc, ont été construits en 10 ans, ce qu'on n'a jamais vu. Près de 100 000 logements. Ouais, 100 000 logements ont été construits. Vous avez vous avez Bassam, vous avez la cité Ado. Et donc, c'est un gros projet qui prend beaucoup de financement, mais en même temps, il faut trouver les partenaires privés pour construire ces maisons parce que ce n'est pas l'État qui construit. L'État crée le cadre, donc invite les partenaires au développement à venir construire et tout ça prend du temps. Et aussi, il y a les moyens de ceux qui souscrivent parce qu'il y a des conditions, il faut pouvoir payer une première avance et vraiment ça, et puis il faut négocier avec votre banque qui accepte de vous financer. Et donc, c'est tout ce travail qui a créé un retard, mais je crois qu'avec le ministre de la Construction, il y a une accélération dans les choses. On pourra parler de la corruption. Les logements sociaux dont vous parlez, bon, fait, je pense que c'est assez. C'est vrai qu'on ne va pas revenir sur l'aspect de la croissance, la croissance à 2 chiffres dont vous parliez, dont la répartition reste encore
à critiquer sous certains aspects, puisqu'encore il faut encore revoir ce qu'on appelle les conditions de la croissance. Mais bon, on va progresser avec les logements sociaux. Vous parlez tout à l'heure de ce qu'on a plus de 100 000 logements sociaux et du jamais vu en Côte d'Ivoire. Les logements dont vous parlez, nous parlons aux Ivoiriens, M. Kokora. Ces logements dont vous parlez, ils sont faits pour qui? Pour quelle catégorie de citoyens? Est-ce qu'ils peuvent être appelés logements sociaux et à quel prix est fixée leur acquisition? Ok, avant de répondre à votre question, vous avez donné l'élément sur lequel je ne suis pas d'accord. Comment se fait la distribution de la croissance? La distribution de la croissance, c'est-à-dire la richesse produite, est distribuée aux Ivoiriens et sur l'ensemble donc du territoire. Quand on construit une route qui va dans votre village, mais c'est la croissance, c'est le résultat de la croissance qui est distribuée. Parce que vous ne pouvez pas me dire qu'il n'y a pas un avantage sur la vie donc, des populations. Quand une route est bitumée, ça permet, on parle de la vie chère. Mais si vous produisez dans une zone que vous ne pouvez pas évacuer votre produit sur les grandes zones de consommation, mais il est clair que là où on doit consommer et qu'il y a peu de produits par manque donc d'évacuation des produits, ça va entraîner la cherté de la vie. Et vous aussi, ça va vous appauvrir parce que si vous produisez de la banane, ce sont des choses, ou bien de la tomate, qui ne prennent pas du temps, qui sont périssables. Et donc, si vous devez mettre une semaine pour transformer, pour transporter vos produits vers les grandes zones de consommation, il est clair que, compte tenu donc de leur état qui est périssable, donc vous n'allez pas pouvoir engranger des bénéfices et des revenus sur votre production. Donc, ça va créer la pauvreté. Vous comprenez? Donc, la distribution de la richesse, c'est la construction donc des hôpitaux, c'est la construction donc des écoles, parce qu'il faut que les gens se soignent. Vous avez dit tout à l'heure, vous avez parlé de crise au niveau donc des centres de santé et autres, mais tout ça, il faut pouvoir les régler. Et pour les régler, il faut de la croissance. Et aujourd'hui, grâce au travail de M. Ouattara, grâce à cette croissance, vous avez les hôpitaux généraux de Côte d'Ivoire qui sont tous en réhabilitation. Vous avez vu certainement le dernier CHR construit donc à Azopé, qui a toutes les qualités, toutes les commodités, donc un état d'un hôpital donc digne de son nom, avec des scanners. C'est la première fois qu'il y a un scanner dans des zones comme Azopé. Donc on ne va pas revenir là-dessus, mais quand on augmente le salaire des fonctionnaires, mais c'est la distribution de la croissance. Quand on permet aux jeunes de pouvoir être financés pour leurs différents projets, mais c'est la distribution de la croissance. Quand le FAFSI, en 10 ans, permet donc le financement des femmes avec près de 49 000 milliards, voire 50 milliards, donc pour le financement des femmes, avec 262 000 donc, population de femmes, mais vous n'allez pas me dire qu'il y a une mauvaise distribution de la croissance. Maintenant, vous nous parlez donc du logement. Le logement a été clair. Ce sont des logements sociaux. Et quand l'opération a été notée et a été lancée, si vous avez suivi cette opération, il a été clairement indiqué que ceux qui avaient un salaire qui dépassait 400 000 francs n'étaient pas éligibles. Donc, ça veut dire que ce sont les populations les moins nantis donc, qui ont accès à ces logements. Et donc, ce sont le coût du logement est de combien? Comment? Le coût minimal d'un logement est de combien? Oh, c'est environ entre 15 millions et en fonction donc, du standing. 25 millions. Voilà, en 15 millions, mais pas payable, je veux dire, en un coup. C'est fractionné avec des paiements en fonction donc des critères établis par votre banque et en fonction de votre revenu, vous allez pouvoir donc payer et habiter votre maison. Il n'y a pas de... Et quelle différence avec les souscriptions immobilières ordinaires, privées? Oui, il y a ça, il y a ce facteur, il y a le projet de l'État, d'abord qui concerne, je veux dire, les fonctionnaires, ceux qui ont un revenu, comme je l'ai indiqué. Maintenant, il y a aussi des privés qui ont développé donc des projets qui peuvent vous permettre, à M. Ahaki, en fonction de vos moyens, de souscrire à ces projets donc, de logement. En fonction donc de vos moyens, comme je disais, si vous êtes vraiment nanti, vous pouvez avoir le type de maison que vous voulez. Ça n'empêche pas que, c'est pas parce que c'est des logements sociaux, c'est un programme du gouvernement, donc il prend en compte ceux qui ont un revenu très faible, donc de pouvoir avoir un logement, mais ça n'empêche pas que des gens vraiment nantis puissent se souscrire avec des sociétés privées pour avoir le type de maison donc ils veulent. Voilà pourquoi il y a plusieurs standings pour permettre à toutes les bourses et à toutes les catégories sociales donc de pouvoir bénéficier d'un logement. Parce qu'il y a une crise des logements en Côte d'Ivoire. Depuis, vous vous rappelez, les seules sociétés qui ont construit des maisons, donc en masse, ce sont des sociétés qui ont été mises en place sous le président Houphouët-Boigny dans les années 70.
la Sikoji, la Sojefia et autres. Mais après ça, en près de 30 ans, 40 ans, il n'y a eu aucun programme, donc dans ce sens, aucune politique donc de construction en masse donc des logements. C'est près de 400 000 logements dont a besoin la Côte d'Ivoire. Donc, vous voyez, même si on construit 100 000, mais vous allez voir que c'est insuffisant vu donc, les besoins donc, des populations. Donc, vous pouvez considérer que les choses ne vont pas vite, mais soyez patients. L'État travaille donc à régler ce problème, à réduire les difficultés qui entravent donc la bonne avancée du projet. Mais je peux vous assurer que d'ici 2025, et voilà pourquoi le Premier ministre a dit, il faut aller plus loin, deux fois plus loin, 2 fois plus vite et 2 fois plus haut, parce qu'on a constaté effectivement qu'il y a un certain nombre de retards qui font que les populations ne sentent pas réellement les avancées, mais je peux vous assurer que l'État travaille à régler donc cette difficulté et les populations peuvent faire confiance au président Alassane. Je vous aurais demandé si vous êtes vraiment en Côte d'Ivoire pour jauger la méfiance ou la réticence que vos compatriotes ont vis-à-vis de ce projet. Mais le temps qui nous est imparti est vraiment court. On va avancer justement sur le prochain point, à savoir le bilan du Premier ministre Patrick Achi au bout de 100 jours de gouvernance donc à la primature de Côte d'Ivoire, surtout en termes d'avancée dans le processus de réconciliation nationale. C'était l'un des grands espoirs de sa nomination. Beaucoup avaient parié sur ce qu'il était un personnage au profil assez consensuel, justement, pour rapprocher les différentes positions. 3 mois après sa nomination, le constat est assez délétère. Les positions sont toujours tranchées. Vous me parlerez peut-être du retour de Laurent Gbagbo à Abidjan, mais on le constate, la réconciliation est encore très mal vécu ou disons très peu ressenti dans les cœurs des Ivoiriens. Un commentaire là-dessus. Ok, vous avez anticipé parce que vous êtes voilà j'allais discuter. Et donc voilà, la nomination du Premier ministre Achi Patrick, effectivement, la réconciliation fait partie donc de ces chantiers. D'ailleurs, depuis l'arrivée de M. Ouattara en 2011, la réconciliation a toujours été au cœur de son action gouvernementale. Et naturellement, le Premier ministre Achi Patrick, donc, qui prend la suite du Premier ministre Ahmed Bakayoko, père son âme du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, continue sur cette lancée-là. Donc, la réconciliation n'est pas délétère en Côte d'Ivoire. Et vous l'avez dit, c'est l'élément indicatif le plus important aujourd'hui, c'est la rentrée de M. Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Et vous avez vu l'État de Côte d'Ivoire qui a tout mis en œuvre pour que M. Laurent Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire sans difficulté, avec le bénéfice donc de tous ses droits en tant qu'ancien chef d'État. Et aujourd'hui, les exilés, les quelques exilés qui restaient, qui étaient réticents à rentrer en Côte d'Ivoire, M. Agui, mais tous sont rentrés. M. Katina Kone, contre lequel il y avait un mandat d'arrêt, donc est rentré en Côte d'Ivoire. M. Damanan Pikas est rentré en Côte d'Ivoire. Ils font même des meetings et ont des propos que tous les Ivoiriens ont constatés et ont dénoncés. Vous comprenez? Maintenant, la réconciliation, il faut que les Ivoiriens comprennent la définition de la réconciliation. C'est très important parce qu'à un moment donné, on pense que la réconciliation, c'est un programme qu'on met en place et qu'un individu ou bien un gouvernement met en place et dont tous les leviers ou tous les facteurs dépendent du gouvernement. Non. Lorsque M. Agui et M. Koukoura ont des problèmes, ils ont vécu en bonne intelligence, ils ont été des frères, et qu'à un moment donné, des problèmes donc arrivent à les diviser et qu'ils veulent se réconcilier, mais c'est ensemble qu'on se réconcilie. Je pose des pas, M. Agui pose des pas, et puis on va vers la réconciliation. Et on se réconcilie. Est-ce que ce soir, vous pouvez me dire, M. Ouattara n'a-t-il pas posé des pas dans le sens de la réconciliation? On vient de citer des exemples. Mais donnez-moi les exemples des pas qui ont été posés par l'autre camp pour que nous puissions nous rapprocher par là de la réconciliation. C'est là la vraie question. Et l'élément le plus important à noter, M. Laurent Gbagbo vient de rentrer en Côte d'Ivoire. Dites-moi à M. Agui, quelle est la seule phrase que M. Laurent Gbagbo a prononcée qui va dans le sens de la réconciliation? Moi, je n'en connais pas. Vous avez écouté le discours de... Je vais vous aider peut-être à vous remémorer. Vous avez suivi l'intervention de M. Gbagbo le samedi déjà 10 juillet, et puis suivi de celle du dimanche 10 juillet, du dimanche 11 juillet, avec M. Henri Konan Bédié. Vous avez suivi l'intervention, ces interventions, au cours desquelles il a ressassé son appel à la réconciliation dans la vérité, comme cela s'est fait en Afrique du Sud, où on a parlé de réconciliation dans la vérité.
Est-ce que vous avez quand même pris le temps peut-être Non, d'écouter ce j'ai discours? largement suivi en tant que chargé de communication du RADP. Ce discours ne pouvait pas m'échapper. Mais il n'a lancé aucun. Parce que ce pas des mots de réconciliation, ce sont des vœux qu'il a émis. Mais en tant qu'acteur clé, quel est le discours de M. Laurent Gbagbo vers l'autre camp, contre lequel il y a eu des bisbilles? Il n'y en a pas. Il n'y a pas de réconciliation dans la vérité. On est d'accord. Mais au moins, en tant qu'acteur politique important, quand il rentre dans le pays, il faut avoir un discours qui apaise le cœur de tous les Ivoiriens. Et depuis qu'il est rentré, a-t-il Par une exemple, fois... Oui, par exemple, reconnaître ses responsabilités, comme M. Ouattara l'a fait en 2013 à Gaïou, en demandant pardon au peuple de Côte d'Ivoire, comme M. Blé Goudé a fait donc, depuis Paris sur France 24, en reconnaissant que, à tort ou à raison, des victimes peuvent considérer qu'il a joué un rôle donc, qui a entraîné des situations difficiles qu'elles ont vécues et ils demandent pardon. Mais à quel moment M. Laurent Gbagbo a eu des mots à l'endroit de toutes les victimes de Côte d'Ivoire? Jamais. Il nous a, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a ramené dans les histoires de 2011, ce qui nous a divisés. Il nous ramène, comme vous parlez de son discours de 1993. En 1993, M. Agui, vous aviez quel âge? Si vous étiez né, je pense que vous étiez vous étiez enfant. Mais en quoi les histoires de 93 donc concernent les Ivoiriens aujourd'hui? Est-ce que c'est la priorité des Ivoiriens? Quand on veut aller à la réconciliation, comme je l'ai dit, quand vous êtes brouillé avec votre femme ou bien avec votre ami et que vous décidez d'aller à la réconciliation, mais il y a des choses qui vous ont divisé hier, vous ne revenez pas dessus. Peut-être que plus tard, quand vous aurez eu à consolider vos relations de fraternité ou autre, vous pouvez revenir dans la plaisanterie ce qui vous a divisé. Mais dans le fait de l'action, on ne revient pas sur ce qui nous a divisé. Une question, s'il vous plaît. Quel jugement portez-vous sur les processus de réconciliation au Rwanda et en Afrique du Sud? Mais vous avez vu, si vous avez suivi le processus de réconciliation au Rwanda, mais ça s'est fait avec de la repentance. Ça s'est fait avec de la repentance et aussi la justice donc, qui a condamné donc, les Hutus. Mais ça ne veut pas dire que les Tutsis n'avaient pas tué des Hutus. Mais au nom de la gravité de l'acte que les Hutus ont posé, mais beaucoup ont été mis en prison. Même jusqu'à présent, il y a d'autres qui sont poursuivis encore dans les pays où ils se sont exilés. Je crois le dernier en date, c'est Laurent Kabunga, un truc comme ça, qui a été extradé de la France et qui est parti en prison. Vous comprenez? Et donc, le processus de réconciliation ne veut pas dire qu'il n'y a pas de repentance. Il faut faire repentance. Et voilà pourquoi nous disons, même si M. Gbagbo ne veut pas aller dans une sorte de repentance, mais au moins un discours envers les victimes. Parce que les victimes, beaucoup parmi ces victimes ne savaient même pas ce que c'est que la politique. Des gens sont morts donc par manque de soins dans les hôpitaux parce que les hôpitaux étaient fermés, Abidjan était en guerre, mais ils n'ont pas pu avoir des soins, les diabétiques, ceux qui avaient, comme on appelle, des maladies métaboliques, telles que les insuffisants rénales qui ne pouvaient pas être pris en charge dans les hôpitaux, mais ils sont décédés. Mais quand vous arrivez, ce n'est pas des balles qui les ont tués, mais la situation de crise dans laquelle vous étiez impliqués a entraîné donc des difficultés au niveau des populations et a fait que des gens ont été victimes. Mais quand vous venez, M. Agui, vous devez avoir un mot pour ces victimes. Qu'est-ce que ça coûte à M. Gbagbo d'avoir un mot à l'endroit des victimes pour dire, chers frères, chers sœurs, c'est vrai, la Côte d'Ivoire a connu des difficultés. Je demande que chacun de nous puisse oublier le passé et pardonner. J'ai pardonné à ceux qui m'ont fait du mal. Je demande aussi pardon à ceux qui estiment que j'ai été à la base et à l'origine de leur souffrance. Est-ce que s'il dit ça, M. Agui, pensez-vous que ça va encourager ceux-mêmes qui avaient des ressentiments vis-à-vis de M. Laurent Gbagbo à avoir d'autres avis et d'autres perceptions sur M. Laurent Gbagbo et dans le sens de la réconciliation? Quand vous écoutez le discours de Damanan Picasse, quel ressentiment vous avez? Quel sentiment vous avez? Est-ce que ce sont des discours qui nous emmènent vers la réconciliation ou nous ramènent en arrière? Quand on vient dire que c'est moi qui ai gagné les élections en 2010, mais vous ouvrez là, donc la boîte de Pandore, ce qui nous a divisé, parce que ça va engager encore un vrai débat. Alors que c'est l'issue des élections, c'est ça qui a amené la crise et a entraîné 3000 morts. Mais quand vous voulez qu'on revienne encore sur ces contentieux, mais M. Agui, est-ce que vous voulez vraiment aller à la réconciliation ou vous voulez nous replonger encore dans la crise? Ce débat peut nous entraîner encore dans une crise parce que les positions sont tellement tranchées
que ça peut entraîner des conflits, des débats, parce qu'on a vu des débats même dans les quartiers ou bien dans les villages, peuvent entraîner encore une crise en parlant de qui a gagné les élections. Est-ce que c'est nécessaire aujourd'hui de chercher qui a gagné les élections, alors que nous autres, nous avons notre avis sur la question. Le monde entier a reconnu M. Ouattara comme président de la République, et le président Bédié, qui est venu à 3e position, a soutenu le président Hassan Ouattara, et dans toutes les zones où le président Bédié avait été voté au premier tour, toutes ces zones ont voté M. Ouattara. Donc, par quel miracle, par quel alchimie M. Gbagbo pouvait gagner les élections? Il faut qu'on arrête de nous voir avec les Ivoiriens. Il faut avoir un discours de vérité, et c'est vous les jeunes, c'est nous les jeunes ensemble qui devons avoir ce discours de vérité vis-à-vis de nos leaders pour leur dire arrêtons une fois pour toutes, envisageons l'avenir autrement et laissons derrière nous les questions qui nous ont divisés et qui nous ont entraînés donc, dans cette série de crises. Alors, ce dimanche 11 juillet, justement, ensemble avec M. Rigonon Bédié, les deux anciens chefs d'État ont lancé un appel à un dialogue national inclusif. Justement pour rassembler l'ensemble de la classe politique ivoirienne, y compris même ceux qui sont encore en exil et qui traînent encore des stigmates, des frustrations qui sont nées justement de la gestion de l'appareil judiciaire, qui leur ont valu des condamnations à des peines très lourdes d'emprisonnement. Guillaume Soro ayant été coupé tout récemment de la perpétuité dans des conditions assez controversées. Alors justement, le dialogue a été lancé, l'appel a été lancé, et 24 heures plus tard, on a vu la sortie de M. Bictogo au nom du RHDP, le parti dont vous êtes membre, venir rejeter, balayer du revers de la main cette proposition, estimant que la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de dialogue à l'heure actuelle parce que les institutions fonctionnent très bien. Votre réaction? Je vais être franc avec vous et je vais aller dans le même sens que le ministre Adama Bictogo pour dire que la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de dialogue national. Nous disons que la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, et heureusement que vous vivez en Côte d'Ivoire, est-ce que vous avez le sentiment que les Ivoiriens sont divisés? Je ne le pense pas. On n'a jamais. Vous pensez qu'ils ne sont pas divisés? Non, ils ne sont pas. C'est à vous de me le dire. Comme vous allez dans les bureaux. Une question que je voudrais faire, juste un constat que je vous pose, parce que je suppose que vous êtes aux États-Unis. Sur le terrain, nous qui sommes dans le métier de l'information, le constat que nous faisons, vous allez vers vous savez que les Ivoiriens ont plusieurs, la population est quand même divisée en plusieurs branches politiques. Il y a les partisans de M. Ouattara qui sont plus ou moins à l'aise, les partisans de M. Bédié qui souffrent dans leur cœur, qui estiment qu'ils ont été victimes d'injustice durant la crise du 3e mandat, du FPI, de GPS aussi, qui estiment qu'ils sont malmenés, qu'on n'est pas dans un état de droit. Les Ivoiriens, peut-être les militants du RHDP ne se sentent pas divisés, mais les autres Ivoiriens ressentent un malaise. Il y a un malaise profond. Alors, vous pensez avec M. Bictogo que la Côte d'Ivoire n'a pas besoin d'un dialogue national? Non, ce n'est pas le dialogue national qui va régler cette question. Il faut mettre en place l'état de droit. Il faut mettre en place, vous avez parlé de la justice, vous avez parlé des gens qui se disent être frustrés ou blessés, vous avez parlé du camp de M. Bédié. Donc, qui estiment qu'ils ont souffert lors de la crise qu'ils ont provoquée avant les élections présidentielles, mais ils ne sont pas les seuls à avoir souffert du moins, puisque, comme vous êtes dans l'information, vous avez vu ces gros bois qu'ils ont coupés pour mettre sur la route. Savez-vous que dans mon village, à Bongouanou, un car qui se rendait à 5 h du matin à Abidjan est rentré littéralement dans un bois qu'ils ont coupé, qu'ils ont mis sur la route, et ça a créé des victimes. Avez-vous vu ce mini-car sur l'autoroute sur lequel il y a un bois qu'ils ont coupé et qui a littéralement écrasé ceux qui étaient dans le mini-car? Ces gens-là étaient de quel camp? Cette dame, Ayam Sokro, donc qui devait accoucher, et compte tenu du fait qu'il y avait une urgence et qu'elle devait subir une césarienne, donc elle devait aller dans un centre spécialisé, elle n'a pas pu atteindre le centre, parce qu'ils avaient obstrué la voie avec des bois et cette dame est décédée avec son enfant dans le ventre. Vous pensez que ces gens-là, logiquement, ne devraient pas subir la rigueur de la loi? Au nom de quoi ils peuvent empêcher des gens de circuler, ils peuvent empêcher des gens d'aller voter? Au nom de quoi? C'est quelle loi qui leur donne cette possibilité et cette autorité donc de pouvoir s'imposer aux autres Ivoiriens? Si vous n'êtes pas d'accord pour aller à une élection, mais vous demandez à vos militants de ne pas participer et de recourir au boycott donc passif, l'abstention, mais c'est un moyen totalement démocratique. Mais ce qu'ils ont fait là, est-ce que c'est un moyen démocratique? Non.
Nous sommes à valeur équitable, donc devant la loi. Moi, au nom de quoi M. Agui va m'empêcher d'aller exercer mon droit le plus élémentaire de choisir les dirigeants que je veux. Si vous restez à la maison et vous ne voulez pas voter, on ne peut pas obliger quelqu'un. On ne peut pas aussi empêcher des gens qui décident d'aller voter. Mais vous avez vu tout ce qu'ils ont fait. Donc, si on veut rentrer dans cette sorte, on ne pourra pas s'en sortir. On peut réclamer aussi. Aujourd'hui, il y a des gens de notre camp qui estiment que les Djikawa et autres, mais c'est un manque de justice et c'est de l'impunité. Donner une prime à l'impunité, donner aux hommes politiques qui peuvent poser des actes sans qu'ils soient inquiétés. Ça aussi, c'est un sentiment donc des populations. Vous comprenez? Donc, nous disons qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'a plus besoin de dialogue national. C'est une perte de temps. La Côte d'Ivoire, comme vous l'avez dit, a besoin que les dirigeants donc, apportent des solutions concrètes à leurs préoccupations, à leurs besoins, tels que la santé dont vous avez parlé, l'école, les infrastructures, mais c'est ce que les dirigeants doivent avoir comme projet. Mais le dialogue national, c'est pour aller parler de quoi? On a fait la réconciliation nationale où on a fait une fois au bavardage en 2001, mais en 2002, il y a eu la rébellion. On est allé d'accord en accord. Combien de réunions au plan national et au plan international on n'a pas eu? Le dernier, je finis. Le dernier en date, c'était l'accord politique de Ouagadougou, M. Gbagbo et M. Comment on appelle, Guillaume Soro. Donc, on pu péter le champagne, sabrer le champagne ensemble. Mais en 2010, on est allé à une guerre qui a entraîné 3000 morts. Donc, l'expérience a montré que le dialogue national ou les bavardages dans des forats ou bien dans des conférences n'ont jamais apporté de solutions. Si vous retournez dans l'histoire et que vous revisitez donc les conférences nationales organisées au Togo, au Bénin, au Zaïre, mais ont apporté quelles solutions dans la vie des populations? Est-ce que la démocratie dans ces pays, aujourd'hui, quel est l'état de la démocratie dans ces pays? Donc, c'est pour vous dire, la vraie réconciliation, c'est de faire en sorte que M. Agui puisse vivre heureux dans son pays en garantissant ses droits et en garantissant aussi que personne donc, ne piétine ses droits et que sa liberté ne doit pas être confisquée donc, par une autre personne, quelle que soit sa position dans la société. Vous nous parlez de Guillaume Soro. Pensez-vous que c'est normal qu'un individu donc, essaie de renverser les régimes en place? Est-ce que vous êtes d'accord avec le discours de M. Guillaume Soro après les élections présidentielles où il a appelé l'armée à renverser le régime en place, au point où il a amené le président français à lui demander de quitter le territoire français et qu'il ne faudrait pas qu'il confonde opposition et activité subversive? Donc, quand des gens posent ce genre d'actes, M. Agui, nous les jeunes, nous devons encourager l'État à les saisir et à les emmener à répondre devant la justice et à expliquer aux Ivoiriens, c'est notre droit d'entendre M. Guillaume Soro sur ces questions. Si on estime que c'est de l'instrumentalisation de la justice, de la manipulation de la justice, mais vous êtes journaliste, à ce procès, est-ce que vous ne serez pas très heureux de voir M. Guillaume Soro répondre aux questions des juges et qu'à la fin de ce procès, tu puisses faire ton idée sur la question? Et même si on estime que la justice, à tort ou à raison, est au bord du pouvoir, mais vous, en tant qu'individu, en tant que citoyen, en tant que journaliste, au terme de ce procès où M. Guillaume Soro aurait pu être présent, mais à la fin du procès, tu aurais pu faire ton propre jugement et avoir ta perception donc, sur la justice. Mais qu'est-ce qu'il en est? Il fuit la justice et concernant justement le cas de M. Guillaume Soro, vous parlez de son appel à la subversion justement après le scrutin du 31 octobre. Des Ivoiriens vous diront que déjà le braquage du pouvoir a été fait par M. Ouattara. Ils vous le diront très clairement par une interprétation simple de la Constitution. Je parle d'une partie des Ivoiriens, pas du RHDP. Vous avez votre position, je parle des opposants qui considèrent que M. Ouattara a violé la Constitution de façon flagrante. À l'étranger, ça a été aussi dénoncé largement. M. Ouattara, de toute façon, s'est maintenu. Le scrutin a été organisé dans les conditions que nous savons. M. Guillaume Soro avait sa lecture des faits. D'aucuns vous diront aussi que voilà, ça ne se justifiait pas du tout que M. Ouattara soit maintenu au pouvoir, que c'est peut-être un appel républicain qu'il lançait. Dans le même temps, vous soulevez aussi la question du renversement des institutions. Le 23 décembre 2019, M. Guillaume Soro a été empêché ou n'a pas pu rentrer en Côte d'Ivoire dans les conditions que nous savons. Subitement, dans la même journée, on a eu tellement d'événements qui sont succédés. Enfin, on ne va pas revenir là-dessus, mais vous parlez de la justice de Côte d'Ivoire, le procès qui s'est soldé le 23 juin
a été truffé de certaines irrégularités qui ont été dénoncées par les avocats de la défense, beaucoup de choses comme ça auxquelles les juges n'ont même pas pu répondre. Je veux dire, il y a beaucoup de choses qui donnent le sentiment à des Ivoiriens qu'il y a un déséquilibre au niveau de la justice. Vous dites que les Ivoiriens ne se sentent pas frustrés, mais les partisans de M. Soro, par exemple, se sentent frustrés par le sort qui leur est réservé, par la dissolution de leur mouvement politique, par le fait que des arrestations, des gens ont été arrêtés dans des conditions pas très claires et qui ont passé plus d'1 an en prison sans être jugés. Enfin, il y a beaucoup à redire peut-être. Ok, tout à l'heure, vous avez fait l'éventail de plusieurs avis. Les contradictions politiques dans un pays ne disparaîtront jamais. Si vous arrivez ici aux États-Unis aujourd'hui, vous allez trouver que les partisans de M. Trump ont leur avis sur les élections de 2020. Vous comprenez? Vous prenez les partisans, les démocrates et les républicains, ils sont tranchés, ils ont des positions totalement tranchées sur la question des élections de 2020. Mais à la fin, c'est la loi qui prime. Ce sont les institutions de la République qui décident. Vous comprenez? Quand vous parlez de braquage du pouvoir par M. Ouattara, ça, c'est votre avis ou c'est l'avis donc de cette non, l'avis, je reprécise, je parle des opposants. Je parle de ces profondeurs. Je parle de contradiction politique dans un pays. Voilà pourquoi on parle de démocratie. En démocratie, c'est que nous sommes d'accord qu'il y a la divergence d'opinion, la diversité d'opinion. Ce que M. Agui peut voir, M. Kokora ne le verra pas. Donc, de la même manière, voilà pourquoi il y a des élections pour nous trancher. Et sous la question, le seul organe habilité à trancher, comme on appelle, les positions et à donner son avis qui s'impose à tout le monde, c'est le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a validé la candidature de M. Ouattara, mais on allait aux élections. M. Ouattara a gagné les élections. Vous comprenez? Les avis donc des uns et des autres qui estimaient que M. Ouattara ne pouvait pas continuer à être président de la République, mais ils auraient pu aller aux élections si leur avis est majoritaire. Mais M. Agui, ça allait s'imposer à M. Ouattara. On n'aurait même pas versé une seule goutte de sang ou empêché qui que ce soit donc de pouvoir vaquer à ses occupations. C'est ça aussi la démocratie. La démocratie, c'est l'essence de la démocratie, c'est les opinions divergentes et totalement opposées. Mais à la fin, quelles sont les règles? Ce sont les règles qu'on doit appliquer. Vous comprenez? Vous dites que M. Ouattara ne peut pas être candidat. Le Conseil constitutionnel a décidé qu'il est candidat, mais le dernier juge en ressort, c'est qui? C'est le peuple de Côte d'Ivoire. C'est vous, M. Agui, c'est Kokora. Et ensemble, la partie qui aura l'avis majoritaire, mais va l'emporter. Pourquoi ils ne sont pas allés aux élections pour que M. Ouattara, s'ils estiment qu'ils sont majoritaires, M. Ouattara soit dégagé donc, du pouvoir? Voilà la démocratie. Donc, il faut que nos amis donc, de l'autre côté comprennent et acceptent le fonctionnement de la démocratie pour qu'on évite les confrontations donc, musculaires, les confrontations donc, voilà, qui n'en valent pas la peine, qui détruisent nos pays. Vous nous parlez de M. Guillaume Soro qui aurait été empêché d'atterrir. Mais M. Agui, c'est archi faux. M. Guillaume Soro a fait de la machination. Personne ne l'a empêché d'atterrir. Un ordre, comment pensez-vous qu'un État, M. Agui, va donner l'autorisation à un avion donc d'atterrir et en l'air, on vous dit qu'il n'atterrit pas? Première question. Deuxième question. Pensez-vous que M. Guillaume Soro, sur le sol ivoirien, arrêté par l'État de Côte d'Ivoire, est plus dangereux que M. Guillaume Soro à l'extérieur? Donc, quel intérêt l'État de Côte d'Ivoire avait empêché M. Guillaume Soro d'atterrir? Troisième question. Une question, M. Kokora. Je pense que vous avez été témoin. Okay, non, je finis rapidement. Vous ne vous êtes jamais posé la question pourquoi pour la première fois M. Guillaume Soro a pris un avion privé. Il aurait pu prendre, comme d'habitude, un avion commercial qui va pouvoir empêcher un avion commercial d'atterrir. Il aurait pu prendre Air France aucune autorité n'aurait eu le culot d'empêcher, comment on appelle, Air France d'atterrir. Donc c'est la machination. Il savait qu'il il avait eu des informations comme il a son Chris Yapi, dont il a dit qu'il a infiltré le gouvernement. Donc il savait certainement que, parce que Chris Yapi, apparemment, il a tous ses tentacules dans l'administration, dans la justice, donc certainement ces informateurs lui auraient dit que si vous atterrissez, ils vont vous arrêter. Donc il a fait de la machination pour faire croire à vous et à beaucoup qu'on l'a empêché d'atterrir, de rentrer dans son pays. C'est archi faux. Et M. Guillaume Soro est un affabulateur, c'est un déstabilisateur, et nous devons dénoncer cet individu qui pense qu'il
les raccourcis pour atteindre ses ambitions est le meilleur moyen. Nous devons dire non. S'il veut faire la politique, qu'il fasse la politique autrement, à travers les idées, à travers donc les projets de société, aller voir dans les populations pour leur présenter le projet dont il est porteur. Et les coups d'État, il a tenté au Burkina, il a tenté donc de renverser les autorités burkinabées. Vous avez eu l'audio. Quel sentiment vous avez eu? C'est un jeune homme donc qui passe tout son temps à vouloir renverser donc les institutions, que ce soit des institutions d'un pays étranger ou dans son propre pays. Ce n'est pas acceptable. Vous et nous devons condamner ce genre d'individus et les emmener à vraiment disparaître de la scène politique parce qu'ils ne sont pas les bienvenus. Disparaître de la scène politique, ce sont des Ivoiriens. On va malheureusement conclure parce que le temps qui nous est imparti. Voilà pourquoi ceux qui sont en politique, on dit, ceux qui sont en prison, on dit non, ils ont perdu leurs droits civiques. Donc c'est une manière, ils ne peuvent pas faire la politique, ils ont disparu de la scène politique parce qu'ils ont un comportement qui est contraire à l'état de droit et à la démocratie. Donc, en un mot, à la politique. Ils sont inaptes à faire la politique. C'est votre lecture en tant que partisan du RHDP. Le temps qui nous est imparti est arrivé à sa fin. On va vous dire merci, M. Kokora Nzi, d'avoir été là. Je rappelle que vous êtes le chargé de communication et le porte-parole adjoint de la délégation RHDP aux États-Unis. Merci d'avoir répondu à nos questions. Le débat a été aussi très enrichissant, on doit l'avouer. On va se dire au revoir. Merci également à vous de nous avoir suivis, chers téléspectateurs. Au revoir et à très bientôt. Merci. Merci. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.